C'est lancé. Je lance, Alice. Et action. Je me bats du tout si je vais te cadrer, du coup, mais... Mais on va tout filmer. Non, mais moi j'ai envie que... Non, c'est là demande, c'est bon. Pas besoin. Donc, Je parle de Macron. Là c'est nickel là. c'est prêt. Là c'est tout bon. Ok, silence dans la salle, s'il vous plaît. Donc, tiens, on va regarder combien de temps ça dure aussi. Donc, le sujet que j'ai choisi est donc la 4e croisade, comme vous voyez avec ces magnifiques lettres beaucoup trop illustrées, où, bien sûr, la vraie croisade, c'est les ennemis qu'on se fait en chemin. Donc, j'ai la règle. Je connais. C'est ça, voilà, c'est bon, vous avez la rêve, vous avez la rêve. C'est une phrase que j'aime beaucoup, vous le savez. Du coup, on va peut-être commencer par remettre un petit peu les choses, les pendules à l'heure, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est la 4e croisade? Pourquoi est-ce que c'est un sujet intéressant? Déjà, pourquoi on s'intéresse à... Je vous parle de la 4e alors qu'il y en a eu 3 autres avant et tout, enfin pourquoi celle-là? C'est parce que elle a eu, comment dire, un déroulé un petit peu spécial. C'est-à-dire que, bon, si on se met dans la tête un petit peu d'un gars du Moyen-Âge, voilà, 1200 par là, déjà, si on se met dans la tête d'un gars du Moyen-Âge, c'est pas ça le monde. Pour eux, le monde, c'est ça. Ça ressemble à ça. Oui. Voilà. Là, vous avez, je vous guide un petit peu, hein, parce que vous ne lisez pas d'ici, mais ça, c'est la Méditerranée, ça, c'est la France, ça, c'est l'Italie, ça, c'est la Grèce, ça, c'est Constantinople, ça, c'est la mer Noire, n'est-ce pas? Ça, c'est l'Afrique, ça, c'est l'Asie, et ça, c'est la mer Rouge. Elle est rouge. C'est littéralement. Bah, au moins, ils ont pas mal de choses. Voilà, mais ouais, ils ont des trucs. Maintenant, les formes, tout ça, c'est pas non plus le plus important. Donc, géopolitiquement, encore une fois, je me place du point de vue du Pégul qui vient en France en 1200. Le monde se divise à peu près de cette manière-là. Grosso merdo, C'est un grand remplacement. voilà. Exactement. Cette vidéo va fuiter, ma street cred gauchiste va être ruinée. Toutes les blagues racistes seront... Donc voilà, donc vous avez nous, donc c'est-à-dire c'est l'Europe de l'Ouest, hein, globalement, sauf le petit bout d'Espagne qui est le califat, je sais plus quoi. Vous avez les Grecs, donc l'Empire byzantin. Vous avez globalement les musulmans, alors il y a des Arabes, des Turcs, un petit peu tout, mais dans leur tête, faut pas non plus trop leur en demander. Hein. Et vous avez nous mais loin, c'est-à-dire que si je vous parle de la 4e croisade, vous aurez compris qu'il y en avait 3 autres avant, ce qui leur a permis de choper quelques petits bouts de terre dans la Terre Sainte, hein, la fameuse. Là c'est Jérusalem ici, là c'est marqué Judée, là c'est... La bande de Gaza. Voilà, c'est ça, la bande de Gaza exactement, endroit de paix éternelle comme vous le savez tous. Déjà à cette époque, donc ils se sont pris des petits bouts de terre et puis ils y sont restés après la première croisade. En tout cas, ils ont essayé. C'est pour ça qu'il y aura besoin d'autres croisades parce que sinon... donc voilà, et avec un petit bout ici qui est un petit peu à mi-chemin sur les deux couleurs, c'est le royaume arménien, ils étaient très forts pour être potes avec l'un, avec l'autre, un peu les Manuel Valls du Moyen-Âge. Donc voilà, je les ai mis un peu des deux couleurs, mais ils n'interviennent pas dans cette histoire. Si donc on retranspose cette magnifique géopolitique sur une carte un peu plus familière, voilà, ça donne quelque chose dans ce genre-là. Grosso merdo, hein, j'ai pas toutes les... Vous remarquez, j'ai pas colorié la Sardaigne parce que j'ai eu la flemme d'aller chercher à qui elle était à cette époque-là, enfin voilà. Ça ressemble à quelque chose comme ça, et du coup, le but d'une croisade, c'est d'aller libérer la Terre Sainte, donc le but c'est que là où c'est marqué les musulmans, ce soit un peu moins les musulmans, mais un peu plus nous mais loin. Voilà, donc l'idée c'est globalement ça, on vient, on y va, et on prend Jérusalem, qui actuellement n'est pas au bon endroit parce que la frontière elle n'est pas du bon côté. Tu vois. Donc voilà, là, le plan, l'idée c'était ça, en théorie. En pratique... ça a été un peu plus compliqué que prévu. What the fuck. Donc voilà, l'idée c'est qu'ils étaient partis, voilà, et le but, la Terre Sainte, tout ça, c'est bon, c'est calé, on sait où on va. Et à la fin, ils ont juste saccagé, pillé Constantinople, qui est donc une ville parfaitement chrétienne, capitale du plus grand empire chrétien qui tenait un petit peu, comme ils pouvaient, les Turcs, les Arabes à distance, tout ça. Donc la question c'est un petit peu comment on s'en est retrouvé là, hein. C'était un petit peu l'objectif inverse de la croisade, c'est d'aller buter des chrétiens quand même. Attention le pied de la table. Ne défaites pas ma carte. Donc nous allons voir un petit peu comment on en est arrivé là. Ce qui nous amène donc à cette partie 1. Déjà voilà, pourquoi est-ce qu'ils se sont retrouvés à ne pas se poser plus de questions que ça quand on leur a dit qu'ils allaient buter des Grecs à la place des infidèles, n'est-ce pas? Donc avant on était potes, mais ça c'était avant. Ça commence, globalement, vous avez l'Empire romain, voilà, vers l'an 300 à peu près, sous un empereur qui s'appelait Constantin, qui a plusieurs petites lubies en tête. Une première chose, c'est qu'ils décident de se convertir au christianisme, donc c'est-à-dire que
Là où c'était plutôt la mode de persécuter les chrétiens pendant un moment, ça s'est radouci, et là maintenant c'est devenu la religion d'État, comme ça. Donc bon, ma foi, voilà, faut changer un peu de temps en temps. C'est pas la seule religion en vogue à l'époque, mais voilà, il a choisi celle-là. Autre chose qu'il fait, c'est qu'il va se dire que Rome c'est trop à l'ouest par rapport à tout le merdier qui se passe ici, et du coup il faut une nouvelle capitale qui va appeler la Nouvelle Rome, qui va très vite s'appeler Constantinople, la ville de Constantin, Constantinopolis. Voilà, donc il va bouger la capitale là-bas. Et puis, dans le cadre aussi de l'administration un petit peu religieuse, vu que maintenant la religion chrétienne ça fait partie de l'Empire, voilà, il va commencer à organiser des conciles, donc c'est-à-dire quand le monde chrétien est divisé sur certaines questions, il rassemble des gens, des évêques un petit peu de partout, et il les met dans une pièce, il leur dit allez discuter, trancher la question et que ça fasse plus chier, parce que sinon les gens ils s'entretuent, après c'est pas pratique. Du coup, voilà, ils vont traiter un certain nombre de questions au fil des siècles, ça va continuer jusqu'au siècle dernier, jusqu'au peut-être, je ne sais même pas si bref. Et qui vont aussi prendre quelques décisions, notamment, ils vont instaurer que parmi toutes les villes où il y a des évêques, il y a 3 évêchés qui vont être plus importants que les autres, c'est Rome, Antioche et Alexandrie. Puis il va s'en rajouter Constantinople une fois qu'elle sera fondée, parce qu'avant c'était pas facile de mettre un évêque dedans parce qu'il n'y avait personne, il y avait un village quoi. Et Jérusalem qui se rajoutera après, mais c'est juste pour compléter le tableau. Donc on se retrouve avec cette situation où vous avez ces 5 évêchés qui sont des patriarcats, c'est-à-dire ils sont plus importants que les autres évêques. Et Rome dit que eux ils sont plus importants que les autres patriarcats, mais personne n'est d'accord avec eux, sauf eux. Mais bon voilà, c'est comme ça, ils ont décidé qu'ils étaient au-dessus. Tu vois. Ce qui va évidemment revenir un petit peu dans l'histoire, vous vous en doutez un petit peu. Je dis pas ça au hasard. Après, niveau de l'organisation de l'Empire, parce que là on a vu la religion, au niveau de l'Empire c'est un peu complexe par passage, même les gars sur Wikipédia ils savaient plus quoi foutre à cet endroit-là, c'est un merdier innommable, il y a 4 empereurs, il y a deux mi-empires avec 2 co-empereurs par empire, sauf que comme à chaque fois c'est quand même plus cool d'être le seul à diriger, donc quand t'as un co-empereur t'essaies de l'évincer, sauf que lui il fait pareil, c'est un merdier pas possible pendant des siècles, c'est pas possible. On se retrouve avec... Regardez-moi ça. Regardez, ça a du sens ça? Non, ça n'a pas de sens. Donc, voilà, et on se retrouve avec, en gros, en 395, après un petit laps de temps où il y avait un seul empereur, il a fait comme ceux d'avant, il a divisé entre ses fils, et à partir de là, il y a 2 empires romains. Un à gauche, un à droite. Occident, ouais. Ce qui va rester après, et c'est une division qui va rester aussi de manière culturelle, parce que par là, ça parle plus latin, par là, ça parle plus grec. Donc ils se causent pas trop, voilà, ils sont pas ennemis, mais ils se causent pas trop non plus. La manière de faire les rites, la messe et tout ça, pareil, ils sont un petit peu chacun de leur côté, ils récitent leur credo dans une langue, dans une autre. Voilà, ça se divise un petit peu, c'est pas encore la merde, mais on se parle plus, quoi. Ce qui va amener quelques petits problèmes par la suite. Bon, là je vous ai montré 2 parties de l'Empire romain. Vous savez qu'il y a une partie qui va avoir un petit peu de problème, c'est la partie occidentale, il va se passer 2-3 choses. Donc à l'ouest beaucoup de nouveaux, puisque, bon, en 476, voilà, il y a Ripe Pepperoni, l'Empire d'Occident, tout ça. 589, là, ils vont faire une petite différence, c'est-à-dire que ils avaient fait un concile pour se mettre d'accord sur, en gros, une manière un credo, une manière de prier le Seigneur, et à l'ouest, ils vont se dire, il y a un truc qui n'est pas clair, on va changer un petit mot à un endroit, parce que ça sera plus clair, ça sera plus comme on veut, c'est très bien détaillé d'ailleurs dans ce truc-là. Voilà, si les gens que ça intéresse, je vais mettre la bibliographie au fur et à mesure. Donc voilà, donc ils vont mettre cette petite différence, et les autres vont pas trop s'en rendre compte, parce que je vous dis, ils parlent pas la même langue, donc les gars, qu'est-ce que ça leur change qu'ils aient changé le truc en latin? Sauf qu'ils vont finir par s'en rendre compte quand même, parce que je veux pas déconner. Du coup, ça va un petit peu foutre la mauvaise ambiance entre le patriarche de Rome et de Constantinople, ce qui va se traduire notamment par le fait que le patriarche de Rome, donc ce qu'on appellera plus tard le pape, même si ce n'était pas encore trop le cas, va se faire enlever, emmener jusqu'à Constantinople, torturer, humilier en public, plein de choses, condamné à mort, après ce sera commué en exil parce qu'on n'est pas méchant quand même. Voilà, ça fout un petit peu la sale ambiance, on va dire. Ce qui ne va absolument pas s'arranger en l'an 800. Le jour de Noël, en l'an 800, est-ce que quelqu'un voit de quoi il s'agit comme événement? Mais ça me dit quelque chose, genre 800. Pas du tout. Ouais. Bah, c'est Ouais. 800, c'est facile. Si. Attends, J'enlève des indices. C'est pas là. attends. 800, c'est connu. Mais Oui. c'est pas un truc. Bah, Charlemagne, tout à fait. Il s'agit le jour de Noël du couronnement de Charlemagne. Putain, j'allais dire Ah. Clovis. Oui, Non. par contre, j'ai une Ouais. en tête. Non, Noël, c'était avant.
Charlemagne, donc, qui était déjà à ce moment-là roi des Francs, roi des Lombards, roi de 2-3 trucs, mais qui se fait cette fois-ci couronner empereur. On voit pas Ménel devant le Ouais, désolé. Ouais. Qui se fait désormais couronner empereur d'Occident, vous savez, l'empire qui n'existe plus. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, je vous la fais courte, hein, il y a ça si vous voulez lire le détail, mais à ce moment-là, il tient un petit peu le peuple par les couilles, et du coup, il lui dit couronnement empereur, et le peuple il dit ok. Et bah forcément, du côté de l'empereur byzantin, qui jusque-là était le seul empereur au monde, ça fait un peu la gueule encore plus. Donc vous voyez que petit à petit, l'ambiance se merdoie un petit peu de plus en plus, ce qui ne va évidemment pas s'arranger. Donc 1054, c'est pareil, si vous vous souvenez un peu les dates au collège, on apprend c'est le grand schisme entre les orthodoxes et les catholiques. En vrai, on s'en tape un petit peu, voilà, si vous comprenez que la merde, elle était déjà là avant, et à ce moment-là, il se passe 2-3 événements. Voilà, il y a une délégation du pape qui va venir essayer de causer avec le patriarche de Constantinople. Il va pas vouloir leur parler parce que ils vont mal le prendre, ils vont interrompre la messe, ils vont l'excommunier au nom du pape. Et se faire excommunier en retour, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Mais en fait, ça n'a pas vraiment d'importance, notamment du fait qu'il l'excommunie au nom du pape qui était mort à ce moment-là, et qui n'avait pas encore été remplacé, et qui n'avaient pas du coup reconduit leur autorité, donc en fait ils l'ont excommunié sans aucun droit, donc en fait ça ne compte pas pour grand chose. Nous arrivons du coup au XIe siècle sur une petite étape intéressante, les croisades. Hein, quand même, il faut boucler un petit peu sur le sujet de départ. Donc, ça n'a pas été forcément très apprécié du côté des Byzantins, l'histoire des croisades. Pourtant au départ ça venait un petit peu d'eux, c'est-à-dire que voilà, sur cette période-là, il y a les Turcs qui commencent à bouffer très sérieusement des morceaux de l'Empire byzantin. L'empereur, du coup, il commence à se dire c'est un peu compliqué. Et en même temps, ils ont aussi pris les lieux saints et maintenant ils interdisent le pèlerinage des chrétiens à Jérusalem. Enfin, c'est un truc, c'est un bon argument. Il se dit. Les Turcs font leur truc. Les Turcs font leur truc, tout à fait. Du coup, l'empereur byzantin, il se dit je vais envoyer une lettre au pape quand même, lui dire. Est-ce que ça te motiverait pas que t'envoies des gens se battre par ici pour buter des infidèles et comme ça, nous, au passage, on récupère un peu notre territoire, tu vois, gagnant-gagnant. Ce qui va être accepté, hein, du coup, il va y avoir la première croisade qui va démarrer, enfin, l'appel à la croisade en 1095, et du coup, la croisade va se faire, elle va prendre 3 putains d'années, pendant lesquelles ça va s'embrouiller encore plus. Ça commençait d'une bonne intention, tu vois, au départ. Les croisés arrivent à Constantinople, Alexis Ier leur dit « Ouais, c'est par là, je vous file des guides, des vivres, des chevaux, de la bouffe, tout ce que vous voulez. Juste en échange, quand vous libérez des territoires qui sont pris par les Turcs, mais qui avant étaient à l'Empire byzantin, vous rendez ça à l'Empire byzantin, tu vois, c'est histoire que je récupère un petit peu mon truc. » Sauf que, bon, au début ça va, tu vois, c'est bon, ok, ils font ça, ils respectent le serment, machin. Mais les croisés, il y en a pas déconné, hein, ils viennent faire leur pèlerinage. Il y a aussi pas mal qui sont venus pour se tailler un petit bout de territoire, donc ça les emmerde de donner ça aux gars qui sont restés sur leur trône derrière. Donc ça va commencer à un petit peu trouver des moyens de contourner un petit peu le serment, notamment la ville d'Antioche, où en gros il va y avoir un petit quiproquo, où ils vont croire que les Byzantins les ont abandonnés, du coup ils vont se dire du coup fuck le serment, hein, ils n'ont pas respecté leur part, on respecte pas la nôtre. Donc en fait les Byzantins étaient en route et ils ont croisé des fuyards qui leur ont dit non mais c'est mort, la croisade, repartez. Du coup, en fait, bon, ça va pas aider à améliorer l'ambiance globale. Et du coup, bon voilà, les États latins d'Orient, nous, mais loin, hein, vous vous souvenez, sur la carte, ça va être un peu compliqué parce qu'ils ont perdu leurs gros alliés du coin, donc ils sont un petit peu isolés, on va dire. Dans Kingdom of Heaven, vous avez également du coup un prince arabe qui va reprendre Jérusalem des mains d'Orlando Bloom, voilà, c'est un film où, pour Kingdom of Heaven, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un film où Orlando Bloom fait... Enfin non, il fait rien, en fait, il regarde le scénario se passer pendant les 3 quarts du film et ensuite il fait vaguement quelque chose à la fin pour sauver des gens. Mais voilà, l'important c'est que Jérusalem, du coup, s'est fait prendre par les Arabes, ce qui fait chier, hein, forcément, en Occident. Donc il lance une 3e croisade pour attraper ça, qui se merde lamentablement parce que personne n'arrive à se mettre d'accord. Là aussi il y a des détails, mais je vais évidemment pas vous raconter ça. Puisque nous arrivons à l'étape d'après, celle où je fais une petite pub au passage, parce que tout ce que je connais un peu sur la première croisade et tout, ça vient notamment de cette chaîne YouTube, Hero.com, qui a fait beaucoup de vidéos sur les croisades. Vous voyez, c'est une playlist de 30 vidéos, dont les durées s'échelonnent entre 8 minutes et 1h15, c'est assez variable. Et c'est un youtubeur au passage auquel je me suis un petit peu senti obligé de faire des excuses publiques en écrivant cette première partie que vous venez de voir, parce que vous voyez que ça fait déjà 10 putains de minutes que je suis en train de parler, et c'était juste la contextualisation, et c'est exactement ce qu'on lui reproche parfois sur sa chaîne YouTube, il s'est fait 40 vidéos de contexte
pour une vidéo de trucs explicatifs. Mais voilà, j'ai un petit peu pris de la graine. Il y a 5 vidéos sur les Antioches. Sur Antioche, tout Sur à Antioche, fait. pardon. Sur Antioche, c'est une ville. Oui, c'est Oui, une ville. avec des Antioche, titres inspirés de Star Wars aussi, la Antioche place 4. Franck, l'attaque des croisés, la revanche des shit, un Et peu en Antioche l'histoire. 5, pardon. Voilà. Donc voilà, oui, tout à fait. J'en recommande énormément, voilà. Voilà. Et si les croisades c'est pas votre truc, ils parlent aussi des Mongols, des Ottomans et des Des pirates. Mongols. Voilà, si jamais il y a des gens que ça intéresse. Voilà, c'était l'instant promo. Nous pouvons passer à la partie 2. Chérie, je peux tout expliquer. J'ai des trucs Constantinople, mais je t'assure, à la base c'était pour aller prendre Jérusalem. Donc, vous maintenant que vous savez un petit peu quelle est l'ambiance entre l'Est et l'Ouest, vous pouvez voir qu'il y avait un petit problème voilà, dans cette situation. Vous savez, les installateurs d'Orient, ils n'arrêtaient pas de se faire bouter. Ils ont compris qu'il y avait une faille un petit peu dans leur système. C'est ça, c'est le mot loin. Parce qu'en fait, là, c'est nous mais loin. Là, c'est des Grecs, on n'est pas copains avec eux parce qu'on s'est embrouillé pendant des siècles. Là, il y a des Turcs. Là, il y a des Arabes. Là, il y a la mer. Là, il y a des Turcs et des Arabes. Et donc, globalement, là, ils sont tout seuls, ils ont zéro profondeur stratégique, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, en gros, là, vous avez 15 km entre la frontière est et la frontière ouest. Donc, s'ils se prennent une attaque éclair, ils sont morts. D'ailleurs, ce que dit Sun Tzu dans l'art de la guerre, il explique Corentin, arrête de sortir tes livres, on a compris, t'es super cultivé, allez, ta gueule. Ok. Du coup, ils se disent, ok, on va réfléchir à un truc. C'est quoi notre problème? Notre problème, c'est que nous, on est tout isolés, alors que les Arabes, ils ont tout ça pour eux, enfin les musulmans de musulmanie là. Du coup, ils se disent, ok, à chaque fois qu'on reprend un truc ici, eux ils se pointent d'ici, en Égypte, c'est le cœur du califat, c'est riche, c'est prospère, il y a de la population, il y a de l'agriculture, il y a tout ce que tu veux, c'est. Voilà. Et du coup, ils reviennent en force pour reprendre des villes pendant que là, ils se crèvent la dalle, ils se remettent à peine de leur précédente bataille et ils se font poutrer à chaque fois. Du coup, ils se disent, ok, le plan intelligent, ça va être de d'abord prendre l'Égypte, et ensuite on remonte à Jérusalem, et c'est du gâteau derrière. Ce qui, effectivement, voilà, stratégiquement, c'est pas con du tout, donc on y va, hop, on prend l'Égypte, on bataille tout ça, éventuellement si on arrive à capturer le calife, ça peut être pratique pour négocier avec lui, tu vois, tu lui dis, bah tu me files Jérusalem sinon je te bute, tu vois, ça peut fonctionner, on sait jamais, sur un malentendu. En pratique. Voilà, donc c'est ça le plan, hein, vu que de toute façon les 3 précédentes croisades, c'était globalement, on arrive direct ici, ça marchait pas, donc on a tenté un truc différent. Du coup, c'est ça le plan. Le seul petit problème, c'est cette partie-là, parce que du coup, il faut arriver à prendre une armée assez grosse pour poutrer l'Égypte sur des bateaux. Il faut beaucoup de bateaux, du coup, quand tu as besoin de beaucoup de bateaux et que tu es en 1200, qu'est-ce que tu fais? Tu passes par Venise. J'ai éteint. Ah, il y a un truc en dessous pour les Mais il n'y a plus de pile, je sais pas. Ah, Tu passes par Venise. Bon, vous comprenez du coup pourquoi je vous avais demandé si vous aviez des... J'ai une autre C'était- souris si besoin. Elle s'en file? Ouais, C'était une pique. avec Ah, clé USB. Peut-être quelque part. ah, Mais, ouais, Ça marche aussi. Ah, c'est bon. je crois oui. que c'est bon, ouais. Non, c'est moi qui ai appuyé pour passer le. Ah, Ah. clique dessus pour voir. Non, c'est pas bon. J'ai passé la mienne. Ouais, vas-y, Faut passe. juste Oh, que attends, j'en ai peut-être une ça aussi. qu'il est à ta gauche. Non, attends, je crois que j'en ai une aussi, quelque part par ici. Non, c'est l'autre. C'est la valise. Ouais, attends, on prendra après quand la mienne sera à court Ouais. aussi. Alors attends, je t'enlève. Oh, c'est bon, peut-être plus tard. Merci. Bon, je vais prendre ça. Hop là. Et du coup, on a tenu 2 ans, ça se dit, c'est fou quelqu'un Ouais. maintenant. Donc du coup, voilà, j'étais en train de vous expliquer, il faut des bateaux. Attention, là, alors. Il faut des bateaux, quand on veut des bateaux, on va voir Venise, parce que Venise à l'époque, ils contrôlent plein de trucs sur la Méditerranée, ils ont plein de bateaux, ils savent faire des bateaux, et les bateaux c'est leur truc, voilà. C'est aussi les places touristiques et tout ça, voilà, bon, c'est Venise quoi. Ça a été déjà du coup. C'est là où j'aurais bien aimé mettre des photos de vous à Venise si vous en aviez eu, mais vous en avez pas. Du coup, ce qu'ils vont faire, ils vont venir négocier avec le doge de Venise, Enrico, 14 ans et les dents longues Dandolo. Donc voilà, c'est un mec de 94 ans en 1200, ça se souligne. Qui leur propose un deal. En gros, je vais vous filer, on va construire des bateaux, parce qu'ils ont pas de stock, mais ils vont construire des bateaux assez pour transporter 30 000 croisés. Et même ils vont accompagner pour la croisade, venir Deus Volté avec tout le monde, même lui avec ses 94 ans. Juste en échange, vous nous payez une somme de connards. Voilà, je sais pas combien ça vaut exactement, mais j'ai calculé que ça faisait à peu près 17 tonnes d'argent brut. Voilà, et aussi, oui, si on conquiert des territoires en Égypte, vous nous enfilez la moitié, l'autre participation, on va dire.
Donc ça, c'est le deal qu'ils proposent. Bon, c'est un peu cher, mais bon, faut bien, hein, donc c'est ok, et puis les croisés, ma foi, se cotiseront pour payer la somme d'argent. Bon, il y a eu, encore une fois, voilà, un petit imprévu, c'est que, en fait, il y a juste un tiers des croisés qui étaient prévus au programme qui sont venus, sauf que eux, les Vénitiens, ils ont construit tous les bateaux, tu vois. Donc le problème, c'est qu'il y a un tiers des mecs qui étaient censés payer qui sont là. Vous comprenez commencez à avoir un petit peu le problème, c'est que du coup, même en se vidant les poches jusqu'au dernier centime, ils arrivent à les 2 tiers de la somme à peu près. Bon, et en plus, évidemment, ils sont moins nombreux, donc c'est pas bien. Et Enrico, Miskin Dandolo, refuse catégoriquement, bien sûr, qu'on parte en croisade sans avoir payé le truc. Ça s'enlise, parce que ils n'ont pas les thunes, si tu veux que je te dise. Du coup, il y a une petite suggestion, c'est de donner un petit coup de main à la cité de Venise, comme on a une armée. On va en profiter pour reprendre une petite ville ici qui s'appelle Zara, qui a été prise par les Hongrois, mais qui a avant été aux Vénitiens. Et voilà, ça ferait plaisir aux Vénitiens de reprendre le contrôle. Donc l'idée c'est, on passe là, on prend la ville, et on se dit, allez c'est bon, on prend ça, et ensuite on continue, on y va, voilà, on enchaîne. Donc bon, ça fait un petit peu chier les croisés, parce que c'était pas pour ça qu'ils étaient là à la base, mais il y en a un petit peu qui se barrent en chemin parce que ça leur plaît pas, mais les autres ils continuent. Donc, ils vont faire ça. Je sais plus pourquoi j'avais mis cette slide, mais voilà, je ne l'attendais pas. Bon bref, voilà, ils vont prendre Zara, oui voilà, et là ils vont recevoir une petite visite surprise. Non, pas l'acquisition espagnole, puisque ça n'existait pas à l'époque. Ils vont recevoir une petite visite d'un prince byzantin en exil, qui leur explique la situation. Alors voilà, ça c'est mon papa. Avant il était empereur, sauf qu'il y a son frère, donc c'est mon tonton, qui lui a pris le trône et qui l'a foutu en prison, et qui lui a crevé les yeux aussi, parce que ça se fait en famille à l'époque. Voilà. Et du coup, si vous étiez sympa, vous pourriez venir avec moi à Constantinople, on encule mon tonton, on le vire du trône, on remet mon père et moi sur le trône, et après, moi je vous paye, c'est bon, je vous rembourse la dette contre les Vénitiens, je vous envoie une armée, on va ensemble en Égypte, on fait tout le truc ensemble. Ah oui, et aussi, on essaye de réconcilier les églises d'Orient et d'Occident, parce que je commence à bien faire cette histoire. Du coup, bon, encore une fois, ça hésite, on n'est pas là pour ça à la base et tout, mais bon, quand même, la perspective d'aller en force en Égypte, et puis en plus, peut-être renouer les liens entre byzantins et occidentaux, c'est pas mal, donc bon, ils finissent par se dire, ils y vont quand même, ok, donc le plan de route se rechange à nouveau, mais bon, voilà, l'objectif est toujours là, c'est juste qu'il y a un petit détour par ici. Du coup, ils vont y aller, hein, ils vont aller à Constantinople, ils vont... voilà, voilà, alors j'ai essayé de faire pareil, j'ai pas réussi à conquérir la ville tout seul, mais voilà. Voilà, juste pour vous situer un peu la géographie du truc, voilà, ça c'est Constantinople. Là vous avez le Bosphore qui mène, il y a la mer Noire par là, la Méditerranée par là. Là vous avez une baie qui s'appelle la Corne d'Or. Là vous avez plein de trucs, un hippodrome, un théâtre, un forum, enfin des trucs, les palais, les machins, les trucs. Là tout le long vous avez des super murailles un petit peu comme ça, donc celle-là elle est genre là. Là le petit bout de muraille, c'est de la bonne muraille, hein. Je veux dire tu fais un terrain de foot dessus si tu veux, hein. Je me suis baladé dessus. Voilà, il y a de la place, t'as 10 mètres de terre entre deux gros murs de pierre, enfin c'est un beau quelque chose. Ça c'était par ici à peu près. Voilà, donc là vous avez Sainte-Sophie qui est par ici, voilà, c'est très belle église orthodoxe de l'époque, machin. Là vous avez encore de la muraille parce qu'on en a vraiment mis partout. Juste là où on n'a pas mis de muraille très forte, c'est ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont une petite astuce, c'est qu'en fait ils ont une grosse chaîne qu'ils mettent là. Genre de la bonne grosse chaîne, tu vois, qui fait, ça fait 300 mètres, hein, le machin là. Hein. De la bonne grosse chaîne, et du coup, quand t'as des navires que t'aimes pas qui arrivent, tu tires la chaîne, et les navires ils peuvent plus passer. Et comme ça, t'as pas besoin de protéger ici, parce que les ennemis, ils peuvent arriver par terre ici, mais du coup, il faut bien qu'ils traversent, sauf qu'ils n'ont pas de bateau, parce que les bateaux ils sont coincés là. Ils veulent attaquer avec les bateaux ils sont coincés là. Ils veulent arriver par là, c'est du sable et tout, enfin, tu t'y arrives pas, donc globalement, ça évite de devoir défendre cette partie de la ville, et comme ça, la défense est vachement pratique. Ça a marché pendant vachement longtemps, hein, quand même, ça fait 1000 ans presque que cette cité elle est là, qu'elle marche grâce à ça. Donc voilà, sauf que ça va pas suffire, parce que, en fait, c'est là que je me rappelle plus si je dois passer la slide maintenant ou pas, mais les croisés vont arriver, ils vont commencer à attaquer la ville, hein, voilà, c'était une ville, et la ville va se rendre, genre en 2-2 comme ça, parce qu'en fait, l'empereur qu'on voulait virer, en fait il s'est cassé tout seul, parce qu'il s'est dit non c'est la merde ici, donc il s'est cassé en douce, voilà, il est parti rejoindre son armée plus au nord, machin et tout, donc il a laissé la ville, et du coup les habitants ils se sont dit ok, super, vachement cool, et du coup ils ont dit tenez écoutez, il y a un nouvel empereur qui arrive là, hop, on enchaîne.
Donc voilà, bon, bah, la ville est prise, c'est cool. Donc là, le deal, on continue, on paye, on va en Égypte et tout. Sauf que il est pas con l'empereur qui s'est barré, il est parti avec la caisse. Ce qui fait qu'il n'y a plus une thune dans les coffres impériaux. L'armée, bah, entre ceux qui ont suivi de nouveau, ceux qui étaient déjà éparpillés dans tous les sens parce que c'est la guerre civile depuis 100 ans, enfin c'est le merdier. Voilà, il n'y a plus vraiment d'armée sur place. La flotte, bah, il n'y en a plus parce que l'amiral en chef, il fait du détournement de fonds façon Balkany, donc en fait il reste 20 bateaux pour l'intégralité de l'Empire, c'est génial. Donc globalement, tout ce qui était promis, on n'a pas. Donc bon, mauvaise ambiance. C'est-à-dire que, voilà, du coup, les nouveaux empereurs, ils sont contents, hein, voilà, ils ont repris leur trône, mais leur trône, il est en carton, quoi. Donc d'un côté, ils ont les croisés qui disent, bah, on aimerait bien le payer quand même, c'était pour ça qu'on était venus, on s'est pas fait chier pour rien. Et de l'autre côté, vous avez les Byzantins qui sont pas si contents que ça de leur nouvel empereur, parce que déjà, ils apprennent qu'il a traité avec les mecs de l'Occident, qu'ils s'apprêtent à réunir les deux églises alors qu'on déteste les catholiques depuis un moment, enfin tout ça, ils sont pas contents, surtout qu'en plus, comme il a plus de thunes, bah, il lève des impôts, hein, lui il va pas détruire la sécurité sociale, il n'y en a pas. Donc il va lever des impôts pour essayer de renflouer les caisses, donc ils vont être encore moins contents. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, eh ben, ça va être de plus en plus la merde, ça va être de plus en plus la mauvaise ambiance entre les croisés et les habitants de la ville. Ça va partir en émeute, en bagarre, en incendie également, voilà, donc il va y avoir le pire incendie que la ville a connu depuis 900 ans. Et puis accessoirement, bah, les empereurs vont se faire renverser. Hein. Il y a un petit Alexis V, un petit Alexis Doukas qui se fait appeler Alexis V qui prend le trône, qui va buter Alexis IV. Isaac II va juste mourir, parce que voilà, de toute façon il était vieux. Et du coup, bah, les croisés se disent, bah, c'était lui qui devait me payer à la base en fait. Du coup, c'est un petit problème en fait, parce que moi je veux qu'on me paye. Donc ils vont voir le nouvel empereur, lui dire, bah tu payes à sa place. Il dit, bah non, je l'ai tué, c'est pas pour assumer. Du coup, voilà, ils refusent d'élaborer et bah, là bon, l'ambiance est vraiment au niveau la merde. Donc du coup, ils vont refoutre le feu à la ville, passer les murailles, en conquérir, machin, et tout saccager au passage. Parce que voilà, ils en ont marre, hein, je veux dire, ça fait 2 ans qu'ils sont là, hein, on est en 1204, ils sont partis en 1202 les gars. Ça fait 2 ans qu'ils essayent d'aller à Jérusalem et qu'ils se font juste bananer. Du coup, bah voilà, ils vont foutre le feu, ils vont faire ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire piller des villes, hein, ma foi, commence à avoir l'habitude. Donc ça va se traduire. Ah, normalement il y avait des animations, bon c'est pas grave. Du coup, il va y avoir du pillage, un incendie, je vous en ai parlé, profanation, voilà, ils vont commencer à prendre tous les objets sacrés dans les églises et tout, parce qu'il n'y a pas de raison, hein, c'est en or, faut bien. Massacrer tout le monde, violer, voilà, bon, globalement, l'ambiance est au beau fixe. Donc voilà, ça va être un petit peu ce qui va se passer. Évidemment, les croisés vont pas repartir les mains vides, hein, vous vous doutez bien, ils vont looter. Par exemple, les Vénitiens qui étaient quand même un petit peu... Ils vont looter, voilà, tout à fait. Les Vénitiens, ils étaient un petit peu venus pour se faire de la moulin, hein, on va pas déconner, ils n'étaient pas venus pour l'amour du Christ ou je sais pas quoi. Et donc notamment, ils vont prendre des petits trucs qu'ils vont ramener chez eux. Par exemple, vous vous souvenez de cette photo avec la basilique Saint-Marc sur la place Saint-Marc à Venise, que vous n'avez pas vu, du coup, vous n'êtes pas allé. Si. Oui, toi t'es allé, mais t'as pas de photo pour le prouver. C'est sur mon téléphone. Voilà, voilà, il y a des petits éléments de décoration qui peuvent surprendre. Alors là, vous voyez pas évidemment, mais si je zoome un petit peu, vous voyez qu'ici il y a 4 chevaux. Pourquoi il y a 4 chevaux sur une église? Parce qu'ils les ont piqués à l'hippodrome de Constantinople. Ils ont vu les chevaux, des statues de chevaux en bronze, ils se sont dit, ah, c'est joli, ça ferait bien sur mon parvis d'église, là, comme ça. Ils ont embarqué ça sur les bateaux, ils ont ramené ça à Venise, et aujourd'hui, vous les voyez encore quand vous allez faire du tourisme. Donc voilà, vous saurez quand vous irez à Venise, vous voyez les chevaux et vous dites, ah oui, ils ont été pris lors d'un massacre absolument atroce qui n'était pas du tout prévu au programme. Voilà, c'est sympa quand on fait du tourisme. Alors, ça c'est de la sale race, hein, je pense qu'on est d'accord. Allô? Voilà. Mais il y a encore pire, parce que vous savez de Enrico Nadolo, le gars qui a fait toutes les négociations, qui a tiré toutes les ficelles depuis le début. Il a fini par mourir parce qu'il avait 94 ans au début, donc il commençait à être bien vieux. Il s'est fait enterrer à Sainte-Sophie, à Constantinople, il y est encore. Quand vous allez visiter Sainte-Sophie, il y a sa tombe là, par terre. Il est toujours là, dans la ville qu'il a saccagée juste par ses culs. Il aurait pu dire, bon bah tant pis pour la dette, on va prendre l'Égypte, on va se contenter de ce qu'on trouve, et puis voilà, non. C'est à cause de lui toutes ces emmerdes. Et il a l'honneur d'être enterré dans la basilique. Voilà. Moi, quand je visitais, que j'ai vu ça, je me dis, il dit quelque chose ce nom là. J'ai cherché un petit peu, je me suis dit non, c'est lui. Et bah mec, c'était lui. Voilà, puis en plus, bien sûr, hein, si on a pris la capitale, vous vous dites bien que c'est pas pour laisser l'Empire tranquille, donc ça se partage un petit peu. Les Vénitiens, les Français, les Italiens, tout le monde prend un petit peu son petit morceau, enfin essaye du moins.
C'est le merdier, globalement, l'Empire va être complètement morcelé. Va rester comment dire, une dynastie qui va rester ici et qui va petit à petit venir reprendre l'Empire dans les siècles à suivre. Mais enfin, ça va être voilà, une galère impossible. Ni la ville, ni l'Empire ne se relèveront jamais de ça. L'intérêt d'un empire, c'est que c'est uni. Là, c'est plus vraiment le plan, hein, vous remarquez. Donc, globalement, voilà, ce sera un coup qui se révélera fatal, puisque 250 ans plus tard, ce sera la fin définitive de l'Empire byzantin, qui est complètement exsangue, voilà, complètement affaibli par tout ce merdier, les efforts pour essayer d'empêcher les croisés, les efforts pour les chasser ensuite, les efforts pour combattre les Turcs en même temps, parce que les Turcs, ils n'avaient pas perdu le nord non plus, hein, et voilà. Voilà, sur le sujet, je vous laisserai, voilà, si vous voulez, vous avez des bouquins sur l'Empire ottoman, vous avez des bouquins sur la prise de Constantinople, alors oui, Jérusalem, je ne vous l'ai pas montré, mais vous doutez bien que c'était un petit peu le sujet aussi. Voilà, vous avez une série Netflix qui s'appelle L'essor de l'Empire ottoman, qui est assez sympa sur le sujet, qui montre la prise de Constantinople. C'est ça, vous avez aussi cette vidéo encore du même gars qui raconte la chute de Constantinople, avec 2-3 vidéos de contextualisation avant, hein, bien sûr. Voilà, donc pour ceux qui veulent approfondir le sujet Constantinople, ça c'est de la bonne globalement. Donc voilà, ce sera la fin de l'Empire byzantin, par conséquence de les mecs qui avaient plus de thunes en fait, et qui se sont fait avoir par des Vénitiens qui ont abusé de leur faiblesse, n'est-ce pas? Allô? Bon, c'est la suivante, voilà. De toute façon, on arrive à la conclusion. Donc du coup, la conclusion, vous l'aurez compris, c'est les dangers du surendettement, hein, bien sûr. Ne vous laissez pas avoir dans ce genre de trucs. Je sais qu'il y en a qui font des emprunts immobiliers en ce moment. Faites attention avec les Vénitiens, c'est très important. Vous risquez de vous retrouver à piller Constantinople sans le vouloir. Voilà, donc sur ce message d'intérêt général, évidemment, la croisade, le plus important, c'est les ennemis qu'on se fait en chemin et les ennemis qu'on se garde ensuite pour les siècles à venir. Voilà. Ouais. Ouais. Ça va rester en douce. Est-ce que c'est la prise